Donc, en termes d'agenda de l'atelier d'aujourd'hui, on va essayer de ne pas être trop longue parce qu'on sait qu'en ligne, c'est pas facile de suivre très longtemps. Donc, on va juste vous présenter ou faire une piqûre de rappel à ceux qui connaissent déjà la mission Régénérer nos eaux et nos océans. Donc, on va vous présenter rapidement le contexte, le plan de mise en œuvre ainsi que le programme de travail réactualisé pour ensuite passer concrètement au décryptage des lignes d'appel 2022 de la mission. Il y a en tout 10 topics qui sont reliés à cet appel 2022, donc le programme de travail qui a été récemment réactualisé, plus un topic qui est un topic conjoint avec la mission climat que ma collègue Laura va vous présenter au final de ce webinaire. Bien évidemment, on essaiera d'être pas trop long pour donner la place aux questions et aux réponses à la fin de ce webinaire. Donc, pour ne pas tarder, je vais démarrer avec le contexte de la mission Eau et Océan. Donc, comme je vous disais, il y a un programme de travail qui est dédié à cette mission. Comme vous le savez, il y a 5 missions en tout qui sont reliées au programme 4 Horizon Europe. Je ne vais pas toutes les récapituler, mais il y a 2 qui sont reliées au cluster 6 bio-environnement. Il s'agit de la mission Sol et de la mission Eau et Océan qu'on présente aujourd'hui. Donc, les appels 2021 des programmes du travail ont été lancés en décembre dernier avec une deadline, une date limite en avril. Les projets sont en train de se faire évaluer. On ne connaît pas encore les résultats. Et les appels 2022 ont été publiés par la Commission européenne le 10 mai 2022 avec une réactualisation et avec les topics qui auront comme deadline septembre 2027. 27 septembre 2022. Je m'excuse. Alors, pour comprendre un peu la logique du programme de travail de la mission Eau et Océan, je vous invite à consulter aussi le plan de mise en œuvre parce que chaque mission, chaque de 5, ont un plan de mise en œuvre qui explique concrètement en fait le souhait que la Commission européenne attend en termes d'implémentation de la Océan avec les 2 phases d'implémentation. Une phase de développement des démonstrateurs, des solutions de 2022 à 2025, ainsi qu'une phase de déploiement et mise à échelle de ces démonstrateurs de 2026 à 2030. Vous allez aussi pouvoir retrouver dans le plan de mise en œuvre de l'action la logique et plus particulièrement, disons, les liens que la mission peut avoir avec les différentes politiques européennes, parce qu'en fait, les différents topics vont chercher à répondre à des objectifs concrets. Donc, votre projet devra apporter un petit impact, en fait, aux objectifs attendus par les différentes politiques européennes, telles que la stratégie européenne de la biodiversité, le plan d'action zéro pollution, ou encore le pacte vert européen, qui est au centre d'ailleurs du plan de mise en œuvre, ou la directive eau, ou d'autres d'ailleurs stratégies politiques qu'on va vous les référencier dans une slide en conclusion pour pouvoir avoir les différents documents politiques. En fait, concrètement, donc le plan de mise en œuvre, il va chercher à recentrer tous les impacts attendus par ces stratégies et politiques européennes. Et ensuite, donc, via les topics, donc les appels à projets, va essayer à chercher un impact concret à atteindre ces objectifs à court, moyen et voire long terme. Ici, vous avez d'ailleurs un petit résumé du plan de mise en œuvre de la mission Eau et Océan. Donc, dans le plan, on va retrouver des défis qui sont identifiés par la Commission européenne, tels que la pollution, la perte de la biodiversité ou encore les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que la sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur. Aussi, la Commission européenne va identifier des opportunités, c'est-à-dire que l'eau et les eaux sont des vrais puits de carbone et qu'elles sont essentielles pour s'adapter aux défis du changement climatique. Ou encore que l'eau et l'océan abritent une
grande diversité des espèces, ou encore que l'océan peut devenir une vraie source de prospérité économique avec 2500 milliards d'euros estimés d'ici à 2030. Donc l'objectif global de cette mission, c'est de restaurer nos eaux et nos océans d'ici 2030. Et concrètement, comment? Donc parmi les actions concrètes, la Commission européenne se donnera l'objectif de mobiliser une enveloppe d'à peu près 500 millions d'euros. Quand on parle de ce budget, il ne s'agit pas uniquement du budget qui va découler du programme de travail Horizon Europe, mais aussi d'autres fonds européens tels que le Fonds maritime de la pêche et de l'aquaculture ou encore InvestEU ou d'autres programmes européens. L'idée, c'est vraiment de créer, grâce à ces lignes d'appel, ces appels à projets, un effet de levier et qu'il y a un financement de plus grande échelle qui sera mobilisé à long terme. Donc, une autre action, en fait, attendue dans le cadre de cette mission, c'est de créer un réseau de phares, de démonstrateurs, c'est-à-dire de solutions innovantes qui sont mises en situation réelle, en fait, pour contribuer à la restauration, à la préservation de zones marines protégées, pour offrir des nouvelles solutions de restauration et de conservation, et pas en dernier pour contribuer à mettre en place un système de connaissances numériques sur l'eau et sur l'océan, ce qu'on appelle jumeaux numériques. Et d'ailleurs, Laura va vous présenter quelques topics qui sont spécifiquement dédiés à cette action-là, sachant que toutes les lignes d'appel, de manière quasiment globale, vont chercher d'améliorer ce système de connaissances, et vous allez le voir plus tard. Donc, le programme de mise en œuvre, le plan de mise en œuvre va se décliner dans un programme de travail qui est miroir, en fait, qui vient en réponse à tout ce que je viens de vous dire, tout ce qu'on retrouve dans le plan de mise en œuvre de la mission. Donc, on va retrouver, pour répondre à l'objectif global qui est de restaurer nos eaux et nos océans d'ici 2030, on va avoir 3 objectifs distincts et un objectif plutôt transversal. Donc, dans les objectifs distincts différents, on va voir la protection et la restauration marine des systèmes aquatiques, la restauration de la biodiversité, toujours en lien avec la stratégie européenne de la biodiversité d'ici 2030. Un deuxième objectif sera de prévenir et éliminer la pollution en lien avec le plan d'action zéro pollution. Un troisième objectif sera de contribuer au développement de l'économie bleue durable et circulaire en lien avec la loi climat. Et puis, comme je disais, cet objectif transversal qui va contenir des topics qui vise en fait à améliorer la connaissance sur l'eau et l'océan et à contribuer à la mise en place du jumeau numérique. Bien évidemment, la mobilisation citoyen, public, de plusieurs acteurs, en fait, multi-acteurs, sera un des piliers, disons, un des souhaits de la Commission dans le cadre des appels à projets mission. Et il y a aussi une particularité de la mission Océan, c'est-à-dire qu'on va être sur une logique de bassins, donc bassins différents, c'est-à-dire on aura le bassin Danube, Atlantique et Arctique, le bassin méditerranéen, le bassin mer Noire et Baltique. Et puis, on va avoir l'initiative Parc Bleu qui vise à mettre en place des actions de conservation. En termes de budget à titre indicatif, donc ici vous avez disons les différents enveloppes d'ici 2023, donc pour les appels 2021. 2022, comme vous voyez, on a une enveloppe de 106 millions d'euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la Commission va allouer 10% du budget global du pilier 2, donc où il y a les clusters, pour les 5 missions au total. Donc là, du coup, on a le budget de la mission Eau et Océan. Bien évidemment, pour 2023, on a des données estimatives. On ne sait pas s'il peut y avoir de légères modifications.
Et du coup, pour ne pas perdre le temps, je vais passer tout de suite au décryptage donc, des appels à projets 2022 de cette mission. Donc, pour répondre à l'objectif 1 que je viens de le présenter, donc protéger et restaurer les écosystèmes marins et d'eau douce, il y a 2 topics qui sont disponibles. Un qui s'intéresse au parc bleu, à la création des parcs bleus européennes. Je vais vous le présenter plus en détail. Donc, avec un budget global, une enveloppe globale de 17 millions d'euros, 2 projets seront financés, donc avec 8,5 millions chacun, et il s'agit d'une action d'innovation. Donc, ce qu'il faut retenir en globalité de la mission Océan, je tenais à dire, c'est que principalement, tous les projets seront des Innovation Actions, donc des actions d'innovation, avec quelques exceptions que Laura vous présenterait plus vers la fin de CSA, donc de Coordination and Support Action. Donc ici, en l'occurrence, vous avez Blue Park qui est une Innovation Action et en plus une autre action d'innovation axée sur le bassin de la Danube qui vise la protection et la restauration des zones humides et on va vraiment avoir le décryptage de cet appel dans quelques instants. Donc, comme je vous disais au départ, la mission et chaque objectif va chercher à atteindre un impact concret qui découle des différentes politiques et stratégies européennes. Donc, en l'occurrence, l'objectif 1 va chercher à protéger d'ici 2030 au moins 30% des mers de l'Union européenne, de protéger 10% des eaux maritimes, de restaurer au moins 25 000 km de rivières, d'établir des nouvelles législations et de contribuer à la mise en œuvre ou à l'amélioration des existantes, de soutenir la directive cadre de l'eau et la directive pour la stratégie du milieu marin, et puis de soutenir la coopération internationale. Quand on parle de coopération internationale, dans certains topics, la Commission européenne souhaite vraiment mettre la Commission européenne au centre, disons, d'engagement pour favoriser des actions qui sont liées au changement climatique. Donc, en fait, elle veut placer l'Europe au centre de ce souhait grâce à ces projets qu'elle est en train de lancer. Donc, pour passer au décryptage donc, du premier topic, donc, qui vise de mettre en place des solutions innovantes de protection et restauration des habitats marins. Ici, il s'agit donc d'une action d'innovation. L'objectif sera d'améliorer le capital naturel bleu de l'Union européenne. Et comme je disais, vous vous souvenez, l'objectif transversal, donc si les projets connectent des données sur site ou des données d'observation marine, la Commission européenne souhaite à tout prix que ces données soient ouvertes, disponibles sur le principe FAIR, ce qui veut dire qu'elles doivent être facilement retrouvables, accessibles par tout le monde, interopérables et réutilisables. Donc, dès que dans tous les appels à projets, en fait, on parle de collecte de données, la Commission incite les déposants à travailler sur ce principe de données sciences ouvertes. Parmi les actions attendues, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la Commission européenne va souhaiter à classer l'Europe au centre pour lutter contre la perte de biodiversité. Elle va souhaiter à travailler sur l'extension des zones maritimes protégées et leur passage au statut de zone strictement protégée, un schéma directeur pour identifier des corridors écologiques ou encore dans le cadre d'un réseau bleu transeuropéen de la nature est souhaité et il faut y avoir dans le cadre de rédaction donc du candidature, il faut avoir toute une réflexion à la stratégie pour construire un tel réseau. Il y aura aussi le souhait de travailler d'une manière intégrée, c'est-à-dire rapprocher les écosystèmes marins
y compris les habitats et les fonds marins, avec leur biodiversité, sauf cas exceptionnel. Donc, on peut travailler sur des espèces spécifiques, mais uniquement si elles sont vulnérables ou si on peut aussi travailler sur des habitats spécifiques, mais uniquement si elles sont essentielles, si elles sont soumises à des fortes pression ou si elles ont une grande capacité de stocker du carbone. Donc, les solutions qui seront proposées et mises en place dans le cadre de cette ligne d'appel doivent avoir un potentiel de reproduction et réplicabilité. Donc, comme je vous disais, déjà, on sera sur un projet avec un TRL assez élevé, 5-7. Donc, on parle vraiment des solutions innovantes de démonstration en situation réelle. Donc, le partenariat devra prouver que ces solutions pourront être ensuite avoir un degré de réplicabilité dans d'autres territoires pour avoir un impact à large échelle à long terme. Bien évidemment, la Commission souhaite aussi s'axer sur l'existant, c'est-à-dire capitaliser des projets de recherche et d'innovation antérieurs de type Cluster 6, Programme LIFE ou encore le Fonds européen de la pêche. Donc, capitaliser des connaissances antérieures dans le cadre de ces projets, parce qu'on est sur des projets, donc des partenariats publics-privés, des projets avec des solutions assez proches du marché. Et puis, il y a cette volonté de co-créer avec les citoyens et les différentes parties prenantes, les activités locales, les décisionnaires politiques, car la Commission souhaite qu'il y ait une sorte d'engagement et se dit qu'en co-créant des activités, les locaux se sentiront plus engagés à faire perdurer ces actions dans le temps et avoir vraiment un impact à long terme. Et là, je vais passer donc au décryptage du deuxième topic qui répond toujours à l'objectif 1 et qui vise à protéger et restaurer les zones humides des plaines inondables, des zones humides côtières, ainsi que des marais salants et leur biodiversité. Donc là, on va être vraiment sur le bassin de la Danube, mais voilà, sachant qu'il y a beaucoup de partenaires français ici, vous pouvez aussi être partenaire d'un tel projet parce que la Commission européenne va bien évidemment chercher une coopération avec des régions associées, elle va chercher une coopération avec des acteurs qui ont les connaissances dans ce domaine. On va partir dans cette ligne d'appel, dans cette ligne du constat que 70% des zones humides donc, dans le Danube sont déconnectées ou elles ont vraiment des grandes et immenses pertes de biodiversité. Or, elles peuvent être des puits de carbone ou elles peuvent avoir ce sont des écosystèmes productifs, des hotspots de la biodiversité. Donc, il y a vraiment une volonté de les restaurer et de les préserver. On va s'intéresser en fait à la démonstration des solutions innovantes actives et passives. La condition de l'éligibilité, c'est d'impliquer 3 pays différents du bassin de la Danube. Elles peuvent être des pays associés ou des pays membres de l'Union européenne. Et toujours, les solutions doivent avoir un potentiel de mise à l'échelle. Donc, il y a toujours ce souhait de rendre les données disponibles et ouvertes. Donc, il est fortement encouragé, voire obligatoire, d'utiliser, si on coopère avec des données, les services Copernicus, Galileo EGNOS ou encore EMODNet pour l'observation des données marines. La particularité de cette ligne, c'est qu'il y a la possibilité du cascade funding, financement en cascade pour les 5 régions associées qui doivent à long terme répliquer les solutions qui seront présentées dans le cadre de ce projet. Laura va vous faire un focus sur le cascade funding et notamment sur les régions associées pour comprendre vraiment, parce que sur toutes les lignes d'appel qui impliquent le cascade funding, la règle est quasiment la même. Donc, afin de vous expliquer cette notion, elle va vous faire un focus tout à l'heure. Dans les actions attendues, donc, il y aura bien évidemment le souhait de mettre en œuvre la convention Ramsar, qui est relative aux zones humides internationales, de protéger, d'améliorer. Parmi les actions, il faut avoir des actions qui visent à
protéger les communautés locales. C'est-à-dire qu'un restaurant ces zones humides, on va attendre des solutions de type solutions fondées sur la nature qui visent à contribuer à la résilience des écosystèmes locaux et des communautés comme réponse aux événements extrêmes. Ici, on parle de l'inondation, sécheresse, voilà, tout ce que c'est événements extrêmes. On va aussi travailler sur des méthodes de gestion sur la capacité de ces écosystèmes à séquestrer le carbone. Et puis, mais ça, je crois l'avoir déjà dit, ce souhait de répliquer les solutions proposées dans les régions associées. Et puis, on va aussi travailler sur des actions qui sont censées accroître les revenus locaux grâce à des actions de restauration et préservation. Donc, on est aussi sur une réflexion de nouveaux modèles économiques, etc. Dans l'objectif 2 qui vise à prévenir et éliminer les pollutions de nos océans, nos mers et nos eaux, on a 3 topics en tout. Elles sont toutes des IA avec des budgets différents. Donc, c'est-à-dire que la première IA qui est axée sur le bassin méditerranéen, il y aura 2 projets financés avec un budget global de 17 millions d'euros. La deuxième IA qui va s'intéresser quant à elle à l'élimination des plastiques, des microplastiques, des déchets dans les rivières européennes. Il s'agit d'un seul projet financé avec un budget global de 10 millions d'euros. Et la troisième IA, donc réaction d'innovation, ici, il s'agit de travailler sur des engins de pêche avec du faible impact environnemental. Et ici, du coup, il y a un budget plus petit, 2,5 millions par projet, avec 4 projets qui seront financés. Donc, pour revenir aux impacts comme sur l'objectif 1, donc dans les impacts attendus par ce objectif, dans l'impact attendu qui contribue aux objectifs politiques, donc dans le cadre de ces 3 lignes d'appel, on peut identifier le souhait de réduire de moins de 50% les déchets plastiques en mer, réduire de moins de 30% les microplastiques rejetés dans l'environnement, réduire de moins de 50% les pertes de nutriments et les risques de pesticides chimiques, établir à nouveau des nouvelles législations et contribuer à la mise en œuvre des existants, soutenir les objectifs du plan d'action zéro pollution et la directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin et soutenir la coopération internationale pour permettre les changements transformateurs. Donc, il y a des objectifs, comme vous voyez, qui se ressemblent d'un objectif à l'autre, mais il y en a qui sont vraiment spécifiques à l'action. Donc, pour passer au décryptage du premier IA de cet objectif, donc qui est axé au bassin méditerranéen, ici, on va chercher à démontrer, en fait, à tester des solutions innovantes qui visent à prévenir, minimiser et remédier la pollution chimique en Méditerranée. Pour ceux qui sont peut-être familiers avec les appels à projet 2021, il y a eu un appel un peu similaire axé sur le bassin méditerranéen, sauf que là, on était sur la pollution, des pollutions plastiques. Là, on est vraiment sur la dépollution chimique. Donc, il y a quand même une logique entre les appels 2021 et 2022. Il y a une sorte de suite. Donc, comme on veut créer un impact à long terme avec plusieurs actions différentes qui vont répondre à des objectifs et des indicateurs de plus grande échelle, les différents appels se complètent quelque part. Et donc, la Commission européenne va nous donner même quelques indications de différents composants qui doivent être inclus dans les propositions de candidature telles que le mercure, les polluants organiques persistants, les produits phytopharmaceutiques, pesticides, biocides, les substances acrylées et perpolyfluorées, les agents antisalissures ainsi que d'autres polluants chimiques. Donc, on n'est pas vraiment uniquement sur ces composants-là. S'il y en a d'autres qui peuvent avoir un impact négatif sur la pollution marine, ils sont bien évidemment
Bienvenue. Il apparaît ce souhait, et ça, vous allez le retrouver sur chaque ligne d'appel. Donc, pour ne pas être redondant, à chaque fois, quasiment sur toutes les actions d'innovation, vous avez cette recherche à utiliser les services européens Copernicus, Galileo EGNOS et Modnet si on opère avec des données, si on opère avec l'observation des données marines, voilà. Parmi les actions attendues, on va chercher à prévenir en amont la pollution, mais aussi donc à proposer des substituts ou des substances et matériaux alternatifs moins polluants de point de vue chimique. Ils vont chercher aussi, on va chercher aussi des solutions qui sont durables, c'est-à-dire qui ne doivent pas avoir de l'impact d'émissions sonores ou atmosphériques ou encore avoir un impact négatif. Donc, les solutions doivent être innovantes et amis à l'environnement, si j'aime bien traduire le terme. Il faut avoir un engagement avec des différents parties prenantes à niveau. Donc, l'engagement citoyen, pareil, on le retrouve quasiment dans tous les topics. Les différentes actions devront contribuer à la surveillance, modélisation des connaissances et des données. On va à nouveau avoir le souhait d'impliquer 5 régions associées avec une possibilité du cascade funding, les 100 000 € par bénéficiaire. Et je vais vérifier si je n'ai pas oublié des éléments importants. Peut-être le fait qu'à nouveau, il faut chercher de capitaliser des projets antérieurs. Elles peuvent être des projets financés par les programmes précédents de la Commission européenne tels que H2020, mais encore Prima, des projets qui sont plus reliés au bassin méditerranéen, ou Interreg-Med, ou encore le programme LIFE, des projets qui ont été financés dans le cadre du Green Deal. Donc, il faut chercher à capitaliser des connaissances de ces projets ou créer des actions en synergie avec les projets en cours. Vous pouvez retrouver même parfois des noms de projets qui sont pré-identifiés dans les topics que vous pouvez intégrer d'une manière réfléchie dans vos actions. Maintenant, je veux passer au topic suivant. Je vérifie aussi mon temps pour savoir voilà, si je ne suis pas trop... Donc, qui va viser à prévenir et cette ligne d'appel ne va pas être liée à un bassin méditerranéen. Elle va s'intéresser aux rivières européennes et elle va chercher à prévenir et éliminer les plastiques, microplastiques et les déchets avec l'aide des solutions innovantes et rentables développées dans les cadres des projets européens ou nationaux ou régionaux précédentes. Donc ici, on a vraiment l'obligation de tester 5 solutions innovantes qui doivent être identifiées et testées pour voir leur faisabilité en vie réelle, en situation réelle. Et au moins 2 de ces solutions, donc c'est important à savoir, doivent être axées sur les microplastiques. Parmi les actions attendues, on peut identifier la réduction des actions qui visent à réduire les déchets sauvages, les plastiques et les microplastiques dans les rivières, accélérer l'adoption des solutions innovantes, surveiller, donc il y a ce souhait de surveiller de manière efficace les déchets afin de contribuer à la mise en place de la directive cadre sur l'eau et la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Et voilà, contribuer au système de connaissances numériques sur l'océan. Les différentes propositions doivent aussi s'intéresser à proposer, à mettre en place des modèles économiques viables qui peuvent perdurer dans le temps avec à nouveau la coparticipation des locaux, des citoyens, des collectivités, des politiques, etc. Et le troisième topic sur ce deuxième objectif donc, va s'intéresser aux engins de pêche intelligents avec un faible impact environnemental.
Donc, les propositions présentées dans les cadres de ce topic doivent identifier des solutions qui doivent identifier des solutions qui peuvent remédier aux effets négatifs des engins de pêche. Et on va même parler des engins de pêche perdus en mer sauvage, donc qui peuvent nuire au habitat marin, et de promouvoir la durabilité à long terme de nos océans et de nos mers. 3 solutions sont préidentifiées. Donc 3 solutions préidentifiées sont attestées, pardon. Comme j'avais dit, c'est un des seul appel qui a 4 projets à financer avec des plus petits budgets. Les actions attendues, en fait, il peut y avoir 2 façons d'aborder cet appel, en fait. On peut s'intéresser aux aspects de circularité des engins de pêche, avec des matériels respectueux de l'environnement, en fait, ou on peut aussi s'intéresser à l'impact environnemental. C'est une autre possibilité, il y a 2 façons possibles sur la faune et la flore des habitats, en fait, et les fonds marins de ces engins de pêche. Donc, parmi les actions attendues, ça va être l'éco-design, donc la recyclabilité de ces engins. Après, on va avoir des actions de réduction de la pollution marine, des actions pardon, je vais prendre un peu d'eau. Donc, il va y avoir des actions qui vont viser à empêcher les captures accidentelles, notamment des espèces en danger, des espèces menacées. Donc, il y a un lien avec la préservation de la biodiversité. Aussi des solutions qui visent à améliorer et préserver les habitats marins comme les fonds marins. Il va avoir un souhait de cartographier ces engins perdus ou rejetés. Et puis le souhait de se baser à nouveau sur des écosystèmes locaux, par exemple, notamment les pêcheurs, des associations des pêcheurs, pour avoir à nouveau ce souhait de co-construire ensemble des solutions qui peuvent perdurer dans le temps. Et ça, du coup, on va passer à au 3e objectif distinct, qui s'intéresse à l'économie bleue durable, neutre en carbone et circulaire. Ici, on a un seul topic qui est axé sur le bassin de la mer Baltique et de la mer du Nord. Il s'agit d'une action de l'innovation avec 2 projets à financer. Les impacts attendus en termes d'objectifs politiques, ça sera d'atteindre les 0 émissions pour les activités marines, de développer une aquaculture zéro carbone et à faible impact, de promouvoir une utilisation circulaire à faible émission de carbone et polyvalent à l'espace marin, établir des nouvelles législations et mise en œuvre des existants et soutenir à nouveau la coopération internationale pour permettre des changements transformateurs. Donc, encore une fois, comme on est sur une logique de bassin, 3 partenaires minimum sont attendus du bassin baltique et du Nord. Les solutions innovantes et durables, on parle ici vraiment des produits durables à base d'algues avec des différents usages. On peut aussi bien avoir de la consommation humaine, alimentation animale, applications pharmaceutiques, traitement des eaux usées, applications textiles, circulaires et durables ou applications pour l'agriculture, sauf une petite exception. Donc, tout ce que c'est valorisation énergétique des algues n'est pas éligible à ce topic. Parmi les actions attendues, on va chercher à développer et démontrer des applications innovantes et durables à base d'algues pour évaluer leur durabilité, leur circularité tout au long de la chaîne de valeur, identifier les obstacles technologiques, réglementaires, économiques
au moment où on tente à mettre sur le marché ces produits et proposer des mesures pour les surmonter. Élaborer et tester une stratégie de commercialisation de produits ou solutions innovantes à base d'algues, voilà, qui peuvent être aborder aussi la question, aborder aussi la question de coût-efficacité, c'est-à-dire que les solutions proposées, il faut s'interroger au coût-bénéfice. Il faut, à nouveau, plus je présente, je me rends compte que les différentes actions de tous ces topics, il y a à nouveau ce souhait de co-construction, collaboration avec le public, avec les parties prenantes locales, pour s'interroger aux problèmes d'acceptation des citoyens, des locaux, face à ces nouveaux produits, ces nouveaux alternatives d'algues et essayer de les surmonter pour vraiment, disons, ouvrir les portes pour ces nouveaux business models, ces nouveaux modèles économiques durables à base d'algues. Et puis, voilà, dans la même logique, suivant la même logique, l'idée, ça sera de travailler à l'échelle d'un écosystème, en incluant les industriels, en incluant les entreprises locales, en mettant l'accent sur tout au long de la chaîne de valeur pour créer des synergies, de la collaboration entre ces acteurs avec une approche interdisciplinaire attendue, en fait. Voilà, je crois que j'ai quand même résumé les grandes lignes. Bien évidemment, cette présentation n'est pas exhaustive et je vous conseille à tout prix aller, si les thématiques vous semblent pertinentes pour votre expertise, d'aller les consulter, de voir vraiment les projets qui sont recommandés parce qu'on va toujours retrouver de manière récurrente les projets à capitaliser de type LIFE, des projets du cluster 6, les différents projets qui sont en lien avec la pêche, la préservation marine. Donc, ces appels de la mission, ces topics de la mission, elles cherchent vraiment à capitaliser sur les connaissances de ces projets, proposer des solutions innovantes, concrètes sur les territoires qui sont visibles par le citoyen parce que via les appels à projets, des missions, on cherche vraiment de montrer aux citoyens des résultats concrets sur les territoires, de co-construire avec eux des actions collectives et puis de faire perdurer toutes ces solutions dans le temps pour répondre aux attentes aussi du plan de mise en œuvre de la mission, c'est-à-dire de le répliquer à long terme pour un impact européen. Voilà, et là, je vais passer la parole à Laura pour vous présenter les 4 derniers topics. Merci beaucoup, Christina. Peut-être on peut profiter de la transition pour prendre la question qui a été postée dans le chat que je te livre. Elle porte sur l'appel 0103 qui est sur le bassin méditerranéen. Et donc, c'est une question de Madonna Lamazian qui nous demande pourriez-vous préciser les 5 régions associées? Alors, je suppose que c'est expliquer le principe des régions associées. Non, je vais en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que tu peux Oui, alors éclaircir j'essaie ça? de faire un petit teasing du coup sur ta slide que tu présenteras tout à l'heure, mais en fait vous avez le libre choix de choisir vos régions associées. Il y en a 5, elles doivent être bien évidemment, vous allez voir dans la slide que Laura va vous présenter. En fait, il faut que ça soit des territoires qui ont des similarités de bassin. Ça peut être complètement un autre bassin, mais qui a les mêmes problématiques de pollution marine, etc. Et l'idée, ça sera que vous mettez à disposition de ces régions une sorte d'assistance technique pour les aider. Il y a pour ça le Cascade Funding. Elles ont 5 000 € d'aide financière sous forme de subvention. Donc, il faut les aider à préparer des plans de mise en œuvre, en fait, et la façon dont elles vont répliquer quelque part les solutions que vous, en tant que partenaire du projet, allez vous les tester dans votre projet. Donc, l'idée, c'est un peu de chercher des régions qui ont des problématiques similaires, les impliquer à vos actions pour qu'elles suivent ça tout au durée du projet, les accompagner pour le plan d'action qu'elles vont mettre en place et puis assurer quelque part la transposabilité, je ne sais pas si c'est un bon terme, la réplicabilité de vos solutions testées à leur échelle plus tard.
Oui, exactement. Et j'ajoute d'ailleurs, en fait, le projet qui sera sélectionné dans le cadre de l'appel 0103, il sera en charge de lancer un appel qui devra être ouvert et de faire cette sélection des 5 régions associées sur une base voilà, d'identification des régions en cours du projet. Donc, voilà, elles sont pas encore définies, ces 5 régions associées. C'est au projet de les identifier. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, Donc, tout à fait. Merci beaucoup. bah, tant mieux. Donc, on passe disons, à l'objectif un peu transverse de la mission, hein, si vous vous souvenez de la slide que Christina a présentée sur un peu la structuration de la mission eau et océan, hein. Vous avez les grands objectifs thématiques et puis ensuite, vous avez un espèce d'objectif transverse qui est double, hein. Donc, ce sont les enabling activities, donc disons, les activités de facilitation, les facilitateurs de la mission. Je ne sais pas si c'est une traduction très académique, mais vous comprenez l'idée. Et donc, dans ces facilitateurs, il y a vraiment 2 volets principaux. Le premier, il est autour de la construction d'un système de connaissances numériques de l'eau et de l'océan. Et donc ça passe vraiment par la construction et la contribution à un jumeau numérique de l'océan. C'est vraiment quelque chose auquel la mission contribue très activement. Et donc, il y a plusieurs appels qui répondent à cet objectif-là. Et le deuxième volet de cet objectif des facilitateurs, c'est la mobilisation et l'engagement du public ainsi qu'un écosystème d'investissement. Donc là, l'idée, et c'est ce que Christina a bien précisé à plusieurs reprises, les missions, elles sont là pour engager les acteurs locaux, les citoyens, les collectivités, etc. Et donc, cette mobilisation et l'engagement du public, il est vraiment central dans toutes les lignes d'appel des missions. Et donc, la mission Océan ne fait pas exception. Et donc, sur ce défi-là de facilitation, on a 4 appels. Donc, une action d'innovation, hein, une IA autour justement du jumeau numérique de l'océan. Et ensuite, 3 CSA qu'on va décliner ensemble. Donc, je te laisse passer les slides, Christina, à moins que je puisse le faire moi-même peut-être. Bon. Donc, en termes d'impact sur ces facilitateurs, donc, je l'ai dit un petit peu, hein, l'idée, c'est de renforcer les capacités, les connaissances en matière de recherche et d'innovation et de soutenir la capacité d'observation et de monitoring de la biodiversité, des données biogéochimiques de l'océan, etc. De soutenir l'engagement de la participation des citoyens, je n'y reviens pas. D'établir de nouvelles législations aussi, dans les barrières qui sont identifiées dans certains appels, la barrière de la législation, ça en fait partie. C'est important de le prendre en compte. Et de renforcer la coopération entre pays, évidemment, et notamment à l'international. Donc, on passe au premier appel, qui est donc la nécessité d'intégrer les données de la biodiversité dans le jumeau numérique de l'océan. Donc là, c'est un appel qui vise vraiment à apporter une brique à ce jumeau numérique qui est voilà, les données de suivi de la biodiversité. Donc, en gros, bon, on ne représente pas le jumeau numérique, on l'a présenté un peu plus longuement dans notre webinaire sur les appels 2021. N'hésitez pas à vous y référer si ça vous intéresse. Mais grosso modo, hein, dans les grandes lignes, hein, l'idée du jumeau numérique, c'est vraiment de pouvoir à la fois monter en résolution dans les données d'observation, de pouvoir mieux intégrer aussi les modèles et les données et de faciliter aussi l'interface avec les utilisateurs, faire en sorte que les données elles sont plus facilement accessibles. Et puis aussi qu'il y ait plus de données, hein, que non seulement il y a une résolution qui est plus fine, mais en plus on a des échelles de temps qui sont plus longues que ce qu'on a actuellement. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et donc cet appel-là, qui est donc une action d'innovation qui va financer un projet à 10 millions d'euros, il a pour but d'accroître la collection des jeux de données qu'il peut y avoir sur la biodiversité marine et côtière dans le jumeau numérique de l'océan. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des propriétaires de jeux de données, de bases de données, que ce soit des programmes nationaux, des programmes internationaux aussi, des infrastructures de recherche, hein, elles sont mentionnées d'ailleurs dans l'appel, hein, il y a ICOS, pour ceux qui connaissent, et donc d'aller
d'aller taper à leur porte pour pouvoir les intégrer dans le jumeau numérique de l'océan. Et donc, il y a aussi du cascade funding. Alors là, c'est un peu différent, il n'y a pas de région associée en tant que telle, mais il y a un soutien financier à des tiers qui est prévu dans cet appel, avec 60 000 euros pour chaque partie tierce, au maximum, hein, c'est un maximum, qui pourrait être alloué en cours de projet. En termes d'actions attendues, on attend donc évidemment d'améliorer, d'augmenter le nombre de données sur la biodiversité qu'on a, en s'appuyant sur la littérature actuelle, sur les évaluations qui ont pu être faites des différentes régulations européennes, des précédents projets qui a pu y avoir, hein, qui sont assez bien détaillés dans l'appel. C'est aussi de développer le volet numérique, hein, là, il ne s'agit pas forcément de créer des nouvelles technologies d'observation, de monitoring, mais plutôt de les évaluer, d'évaluer les technologies qui sont existantes pour voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans le jumeau numérique. Il s'agit aussi de consolider les standards, hein, de collecte, de partage de données, etc., voire d'en créer de nouveaux, et puis tout l'aspect qualité un peu qu'on peut avoir dans la collecte de données qu'on connaît bien. Et donc le but de l'appel et du projet qui sera financé, c'est vraiment de créer des partenariats avec, et des accords avec les propriétaires de ces données pour qu'on puisse faciliter leur intégration dans le jumeau numérique et aussi de manière automatique. Donc là-dessus, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur des outils comme l'intelligence artificielle, par exemple, pour que le jumeau numérique puisse s'appuyer sur ces jeux de données-là de manière durable pendant le projet et aussi après la fin du projet. Donc c'est vraiment d'essayer de voir sur le long terme comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on apporte justement cette brique au jumeau numérique. On attend aussi du projet qui sera financé de donner des études de cas, de mettre en place des études de cas avec des démonstrations qui s'appuient sur une approche de bout en bout. Donc vraiment, on va prendre tout le chemin de la donnée et du monitoring pour l'intégrer. Donc ça peut aller des pratiques de pêche jusqu'aux migrations d'espèces, de mesurer l'impact des activités humaines, etc. Et donc, comme il y a Cascade Funding, il y a un appel à mettre en place. Je vais en parler un peu plus dans le détail par la suite. En termes de conditions d'éligibilité, là, il faut bien faire attention, mais bon, vous avez l'habitude et c'est plutôt bien expliqué dans les textes des appels. Mais il y a des conditions un peu particulières, à savoir il faut qu'il y ait des liens étroits qui soient mis en place avec les autres projets qui sont autour du jumeau numérique de l'océan. Évidemment, hein, on ne travaille pas en silo. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le but. Et là, il est vraiment obligatoire, c'est une condition d'éligibilité, de se connecter avec les appels 2021 de la mission qui sont liés au jumeau numérique et aussi un appel Infra-EOSC 2022, donc du programme infrastructure de recherche, qui est aussi dédié au jumeau numérique de l'océan. Donc tout ça, il faut vraiment créer un espace de dialogue entre les différents projets qui sont en cours. De même que sur les projets les appels que Christina a présentés, il faut que les éventuelles données in situ ou autres qui sont collectées, elles soient rendues accessibles, notamment sur la plateforme Emodnet. Ça, c'est évidemment très important et c'est le cas dans tous les projets autour de l'océan. Hein, c'est vraiment très important. On passe à l'appel suivant et donc là on arrive donc on est toujours dans l'objectif facilitation et on est sur des CSA. Je ne sais pas si tu peux passer la slide ou si peut-être que je peux juste demander le contrôle. Je pense que oui. Ce sera peut-être plus facile pour toi. Ça plus. Et tu arrives. Non, mais et moi non plus. Alors, nous-la bien. Ah, super. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ouais, et par contre, il y a un petit encadré, il y a un encadré gris qui est sur l'écran. Je ne sais pas si c'est... je vais peut-être arrêter mon contrôle, ça va me... peut-être un peu mieux. Tu dois voir ta caméra. Je pense que c'est moi qui fais ça. Bon, si vous voyez bien l'écran, c'est le principal. En fait.
Donc là, on passe, comme je disais, sur une CSA qui cible vraiment les étudiants et les écoles, notamment les écoles primaires et secondaires, et qui va vraiment faire le lien entre la mission et les résultats de la mission Océan et des activités autour des écoles. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'amener l'océan dans les salles de classe pour les écoles primaires et secondaires des États membres de l'Union européenne et des pays associés à Horizon Europe. Et donc, voilà, c'est d'encourager la mobilité des jeunes et de leurs professeurs et de leurs parents, de leur écosystème à eux, autour de la mission, pour mieux comprendre voilà, la valeur des eaux et des océans, pourquoi est-ce que c'est important de travailler dessus, de les protéger, etc. Et c'est aussi très lié, c'est un appel qui est très lié au réseau des écoles bleues européennes, Network of European Blue Schools, qui existe depuis quelques années autour de la coalition EU for Ocean, et qui en gros donne des accréditations à des écoles pour justement mener ce type d'action. Et donc il y a un soutien qui doit être proposé à des écoles. Donc de la même manière, il y a aussi du cascade funding sur cet appel. Alors, c'est sur des plus petits montants, parce que vous voyez, c'est un appel à 3 millions d'euros avec un projet financé, et vous pouvez accorder des financements de 10 000 euros maximum par école. Donc l'idée, c'est de développer les programmes scolaires en lien avec les professeurs, avec les parents, avec tous les acteurs qui sont autour de l'école, et de faire vraiment cette courroie de transmission entre ce que peuvent faire les activités, comment on valorise les activités des étudiants, des écoliers, et auprès de la mission, et à l'inverse, comment est-ce qu'on fait mieux connaître la mission Océan et Eau dans les écoles. Donc c'est vraiment ce lien-là, cette courroie de transmission qu'il faut créer avec cet appel-là. Il faut aussi garder cette approche aussi d'open schooling. Alors, elle est définie dans l'appel, hein, si jamais ça vous parle pas. L'idée, c'est vraiment de faire venir les questions les questions sociétales dans l'école, et puis d'agréger autour de ça les écoliers et leurs professeurs, mais pas seulement, aussi les parents, les collectivités autour. Voilà, c'est vraiment avoir cette ouverture de l'école vers des sujets extérieurs et vers des collègues. Donc, on peut prévoir, par exemple, des activités de jumelage entre écoles, ou des activités conjointes, ce genre de choses. Voilà, donc je passe rapidement, je pense que c'est à peu près clair. La deuxième CSA, donc, qui sera financée autour de 2 millions d'euros pour un projet, donc c'est un petit projet, mais encore une fois, c'est logique, hein, pour des CSA, c'est assez normal. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller s'appuyer sur les outils que propose la génomique pour contribuer à la mission Océan et aux jumeaux numériques également, et donc de jeter les bases pour aller vers une banque ADN des espèces marines et d'eau douce. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier quels vont être les besoins, quelles sont les choses qui ont déjà été faites pour aller vers une banque de données ADN à l'échelle européenne des espèces marines et eau douce. Et de développer des plans qui soient efficaces de curation et de stockage des données pour assurer un apport de séries temporelles et de standards de données qui soient adéquats et qui permettent de les utiliser. Donc voilà, en termes d'actions qui sont attendues, il faut contribuer à créer la prochaine génération de programmes de monitoring et de cartographie en matière d'analyse ADN, de faire état des lieux des initiatives qui existent déjà, et de prévoir aussi des synergies entre ces initiatives qui existent déjà, de créer des ponts entre des choses qui ne seraient pas encore connectées entre elles, de prévoir aussi un partage équitable et juste des bénéfices que peuvent apporter cet accès à des ressources génétiques marines. Et enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer l'utilité et la faisabilité de la création d'une banque ADN européenne en matière de ressources génétiques marines et eau douce.
Donc, il faut que ça contribue évidemment à la stratégie européenne pour la biodiversité. C'est un projet qui doit obligatoirement être très interdisciplinaire, hein, de fait, puisque ça appelle un certain nombre d'expertises sur l'observation et le monitoring marin, sur la génomique, comme j'ai dit, sur le développement de biotechnologies bleues, sur le big data, le machine learning. Et évidemment, il faut associer les infrastructures de recherche européennes qui sont déjà sur ces sujets-là. Et leurs utilisateurs finaux aussi. C'est évidemment important d'avoir toute cette chaîne-là entre la collecte et l'utilisateur qui permet voilà, de faire des choses qui correspondent aux attentes aussi. Là aussi, il y a des conditions d'éligibilité de lien avec d'autres projets qui sont fermes. Donc, c'est vraiment des choses qui sont obligatoires. Ce n'est pas juste des suggestions. Donc, il faut y faire attention. On passe au troisième appel, parce que je vois que le temps file, je vais essayer d'aller vite. Donc là, on est aussi sur une CSA qui prévoit de financer 3 projets à 1 million chacun. Et donc, l'objectif de cette CSA, c'est d'aller développer des modèles économiques d'aquaculture régénérative, voilà, Regenerative Ocean Farming. Alors, je ne suis pas sûre de comment on pourrait traduire ça, mais en tout cas, la notion est très bien définie dans l'appel, donc je vous invite vraiment à aller le regarder. L'idée, c'est vraiment de pouvoir promouvoir des formes de mariculture qui impliquent la régénération et la restauration des habitats marins, alors qu'ils soient sur le littoral ou un peu plus au large, et de s'appuyer sur des outils comme la permaculture marine, par exemple. Et donc avec des choses autour de la séquestration du carbone, la restauration des écosystèmes côtiers, etc. Et donc, voilà, les projets qui sont sélectionnés doivent développer des initiatives locales d'aquaculture avec un certain nombre de produits à étudier pour accélérer aussi l'adoption de ce type de pratiques et de voir en quelle mesure ils vont être viables dans un écosystème économique donné. Donc, il faut essayer de voir, d'anticiper les investissements que ça pourrait susciter. Et puis, voilà, et c'est vraiment important d'évaluer la faisabilité à la fois opérationnelle et la viabilité économique de ces initiatives. Il faut que ce soit, il faut pas que voilà, faut que ça puisse fonctionner sans des financements européens. C'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est évidemment de s'appuyer sur la communauté, hein, comme tous les appels de la mission. Vous commencez à avoir l'habitude. Étudier la faisabilité technique, organisationnelle, financière, etc. Et puis, pouvoir aussi les évaluer pour voir si ça fonctionne. C'est évidemment un focus sur l'innovation, hein, voilà, voir comment est-ce qu'on développe des nouvelles méthodes de récolte durables et à faible impact. Et puis, ça doit être des solutions qui font consensus auprès des communautés, donc que ce soit des pêcheurs, des PME, des acteurs de la communauté côtière, des habitants, etc. Ça, c'est évidemment très important. La particularité de ce projet, de cet appel, c'est que les 3 projets qui seront sélectionnés, ils devront couvrir les 3 bassins géographiques. Donc, c'est important que chaque projet soit sur un bassin et que, évidemment, il faut que chacun ait obtenu la note suffisante, mais pour passer le seuil d'évaluation. Mais voilà, le but, c'est de couvrir les 3 bassins géographiques. Voilà, et ensuite, je vais passer donc au tout dernier appel qu'on voulait vous présenter, qui est un petit peu particulier, du coup, puisqu'il doit répondre aux objectifs de 2 missions, donc la mission eau et océan, que vous connaissez bien maintenant, et la mission climat. Et notamment l'objectif de réaliser au moins 75 démonstrations à grande échelle de transformation de la résilience climatique. Donc c'est vraiment un appel qui est construit conjointement. Je pense qu'à terme, il y en aura certainement d'autres aussi avec la mission sol et avec la mission climat, parce que il y a quand même cette volonté de pas travailler en silo. Il y a des objectifs qui sont croisés. Et donc, cet appel-là, c'est aussi cette volonté-là de faire travailler les missions ensemble. Donc, c'est une action d'innovation à 20 millions d'euros. Donc là, on est sur des budgets un petit peu plus conséquents. Et donc, si on regarde dans le détail, Christina, si tu veux bien passer la slide d'après. Voilà, donc l'idée, c'est de développer des solutions innovantes pour améliorer la résilience
et l'adaptation au changement climatique des zones littorales dans les bassins arctiques et atlantiques. Donc, vous avez dû voir dans les appels que Christina a présentés, vous n'aviez pas encore vu le bassin atlantique et arctique, et donc c'est cet appel-là qui y répond. Et donc, on attend voilà, le déploiement de solutions fondées sur la nature et des infrastructures notamment fondées sur la nature au sein de ce projet-là. Donc là aussi, c'est un projet qui vise où il doit y avoir au moins 3 partenaires d'au moins 3 pays des bassins arctiques et atlantiques et qui doit pouvoir développer des activités dans au moins 5 régions différentes. Donc ça doit vraiment couvrir des zones géographiques différentes. Et par ailleurs, en plus de ces 5 régions, il y a aussi ce système de cascade funding. Et là, c'est pour 10 régions associées. Donc pareil, avec un processus de sélection des 10 régions. Et donc, ça doit cibler, voilà, l'idée, c'est de faire un peu de créer des collaborations, des ponts entre les différentes initiatives qui peuvent être mises en place et de cibler des régions qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique, qui ont par exemple des enjeux en termes d'événements météorologiques extrêmes, de montée du niveau de la mer, par exemple. Voilà, je ne reviens pas sur l'engagement citoyen parce que vous allez en avoir marre. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment celle-là. C'est un appel qui vise aussi à contribuer à la Mission Implementation Platform qui est en train d'être mise en place, qui sera pilotée au niveau voilà, qui sera vraiment accolée au Mission Board. Donc ça, c'est des choses aussi... Enfin voilà, de toute façon, les missions, elles ont vraiment cette logique de portefeuille. Donc tous les projets qui sont financés seront vraiment très fortement connectés les uns les autres. Voilà, j'essaie d'avancer pour pas qu'on prenne trop de retard. Je vois qu'on a déjà dépassé l'heure. Donc voilà, donc on voulait aussi vous parler donc, plus précisément de ce que sont les régions associées. C'est vrai que c'est une notion qui est nouvelle, qu'on voit surtout apparaître avec donc, ces outils de mission. Et donc, par région associée, on entend des zones présentant des écosystèmes qui sont similaires, qui vont avoir des caractéristiques communes et qui ont des besoins pour renforcer leur capacité à restaurer leurs écosystèmes, que ce soit marins ou d'eau douce, en l'occurrence pour la mission Océan. Et donc, on attend que ces régions associées, elles puissent en fait être identifiées en cours du projet. Donc, il y a un appel qui doit être ouvert par le projet lui-même, donc du cascade funding, financement en cascade. Elles peuvent bénéficier de financement une seule fois. Il faut que le processus de sélection soit transparent, soit ouvert à tout le monde. Et donc, elles peuvent obtenir des subventions. Alors, le montant varie. En général, c'est 100 000 euros par région. Mais voilà, il faut bien faire attention aux conditions d'éligibilité qui sont bien détaillées dans chaque appel. Voilà, et par ailleurs, le soutien financier ne peut être accordé qu'à des autorités locales ou régionales d'une région associée. Donc, c'est un dispositif qui est quand même un peu particulier. On vous a mis le lien en dessous là, que vous aurez dans la présentation qui sera bien mise en ligne. Le lien vers le guide de la Commission européenne qu'elle vient de publier il y a quelques semaines, justement sur le cascade funding, ou qu'on appelle aussi le soutien financier à des parties tierces. Et donc, c'est un guide vraiment, parce qu'en fait, les appels en cascade peuvent et doivent être publiés sur le portail de la Commission européenne directement. En fait, vous avez vraiment un dispositif qui vous permet d'ouvrir l'appel, de collecter les propositions et ensuite de clore l'appel, etc. Donc voilà, il y a vraiment, vous avez des impressions d'écran, enfin, c'est assez bien expliqué sur le portail Funding and Tenders. Donc, vous avez le lien, enfin, vous aurez le lien au moment où on mettra la présentation en ligne. Ensuite, voilà, donc pour faire un peu un résumé de la mission Océan, je vais essayer de ne pas me répéter. Donc, et comme l'a dit aussi Christina, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des lighthouses, des phares pour les principaux bassins maritimes et fluviaux.
de l'Europe. Ces lighthouses, elles ont pour but de développer des activités de démonstration et de solutions en matière de recherche et d'innovation qui soient vraiment tournées vers l'impact. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des connaissances scientifiques qui sont existantes et de les valoriser. Il n'y a pas de création de nouvelles connaissances dans les missions. C'est aussi de pouvoir financer des changements d'échelle ou du upscaling, si vous voulez le terme anglais qui n'est pas très traduisible, mais vous voyez l'idée, on passe à une échelle supérieure, et aussi de s'appuyer sur un système numérique de données sur l'eau et l'océan qui soit vraiment solide et accessible. Donc ce fameux jumeau numérique de l'océan. Et puis enfin, la mobilisation et l'engagement des citoyens, donc, qui peuvent faire appel à plusieurs, voilà, il y a plusieurs initiatives ou solutions qui sont possibles, de sciences citoyennes, d'intelligence collective, etc. Donc là, on vous a mis, comme le mentionnait Christina, la liste qui est non exhaustive des politiques européennes auxquelles la mission Océan et Eau contribue ou peut contribuer. Donc ça peut vraiment vous permettre d'avoir un peu une vision d'ensemble des objectifs que se fixe la Commission européenne. Donc vous retrouvez le fameux Green Deal, la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité pour 2030, etc. On passe ensuite à la suite. Donc oui, pourquoi on a décidé aussi de se faire ce webinaire aujourd'hui, parce que, et ces webinaires d'ailleurs, parce qu'on a eu 2 autres avant, j'espère que vous avez pu les suivre aussi, parce que la Commission européenne donc, vient tout juste de lancer ses appels 2022 d'émissions, de les publier en tout cas, et donc elle prévoit des infodays par les services de la Commission la semaine prochaine. Donc les 17 et 18 mai, vous trouverez l'infoday sur la mission Océan et l'infoday sur la mission Sol. Et juste après, vous avez donc un brokerage event vraiment dédié aux missions, donc le 19 mai. Donc s'il y a un appel qui vous intéresse et que vous avez encore des questions, c'est l'occasion de les poser directement à la Commission européenne et d'essayer d'identifier des partenaires au cours de ce brokerage event. Et enfin, on voulait aussi vous informer d'un événement organisé à Marseille autour de la mission Eau et Océan, donc qui se déroulera les 13 et 14 juin. Et donc, vous avez le lien ici. L'idée, c'est vraiment la réunion de lancement de la mission Eau et Océan et qui se passe en France, sur la côte méditerranéenne. Donc, si vous êtes dans le coin, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir faire un peu de networking, etc. Et de s'informer sur les objectifs de la mission et puis les acteurs qui sont mobilisés dessus. Voilà, on vous a remis les outils du PCN que certainement vous connaissez, donc nos formulaires de contact pour nous poser des questions si vous en avez, le site web horizon-europe.gouv.fr sur lequel on met un certain nombre d'informations, et puis les outils de la commission, le funding and tenders par exemple, etc. Voilà, et on finit, on va essayer de voir s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a une. On vous a mis un petit slido qui est très court. C'est juste pour vous demander si le webinaire vous a convenu. On essaye aussi d'être à votre écoute. Donc, s'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore, ou si vous êtes très content, dites-le nous. Ça nous intéresse. Donc, vous pouvez soit scanner avec votre téléphone le QR code, soit aller sur le site web qui s'appelle slido.com et taper le hashtag qui vient de disparaître. Donc, je ne l'ai plus en tête. Bon, on peut le remettre dans les... J'espère avoir pu bien oui, ça y est, le lien. C'est un peu la débutante Slido, donc j'espère que vous pourrez l'accéder aussi. Et j'essaie de partager aussi en même temps, comme ça on a les deux. Donc normalement, vous avez aussi à l'écran le flash code pour le scanner, et puis je vais lancer du coup comme il faut. Voilà, bon, vous pouvez, on laisse le Slido de toute façon ouvert après le webinaire, donc vous pouvez prendre le temps de répondre. Je vois une remarque de Robin Guillon
Au sujet de l'événement à Marseille, qui précise qu'il est organisé directement par la Commission européenne elle-même, donc la DG Marais et la DG RTD. Et il s'agit effectivement de l'événement de lancement officiel de la mission, oui. Je vois qu'il y a une question de Gaël Hamon au sujet de la relation entre les appels sur les Blue Parks et les appels sur les Lighthouse des programmes de travail 2021 et 2022. Comment intégrer la dynamique de ces appels si on ne s'est pas positionné sur les appels 2021? Si vous voulez, je peux répondre, Christina, puis je te laisserai compléter. Il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir été déjà financé ou d'avoir déjà participé à un appel sur 2021. Au contraire, hein, l'idée de la mission, c'est vraiment de pouvoir lancer plusieurs initiatives qui seront connectées entre elles. Voilà, au contraire, c'est ouvert à toutes les participations. Je te laisse peut-être compléter, je continue de regarder les... Oui, en fait, il y a eu aussi une question sur Slido. Je vois que quelqu'un a utilisé le chat. C'était plutôt pour savoir si la présentation sera disponible. Donc, effectivement, comme je l'ai mentionné, l'enregistrement et la présentation seront disponibles sur la page d'inscription à cet événement. Et puis, on le diffusera largement sur nos réseaux sociaux et puis aussi dans le flash info qu'on envoie au relais ou dans les listes de diffusion plus larges. Donc, vous aurez effectivement la présentation disponible. Je vois qu'il y a une main levée, peut-être que je ne vois pas qui c'est, mais est-ce que la personne qui a la main levée souhaite... Ah, c'est vous, Madonna, on vous écoute. Oui, Madonna Mazian de l'IRT. J'ai eu une petite question, peut-être j'ai manqué l'information, mais j'ai une question par rapport aux 2 appels dont vous avez évoqué. Donc, premier appel, c'était sur ocean farming. Et deuxième appel sur ces appels conjoints océan climat. Et vous avez dit que 3 bassins géographiques peuvent être associés à l'appel. Et je voulais préciser, de quelle région on parle. Et notamment, par exemple, pour appel conjoint océan climat, vous avez dit qu'il y a 3 bassins associés. Est-ce que ça veut dire que les pays, par exemple, de l'Afrique et les pays de l'Amérique latine peuvent faire partie de l'appel ou pas? Donc voilà, c'est juste pour voir quel périmètre géographique on peut toucher avec ces 2 appels. Oui, c'est une très bonne question. Alors, les 2 appels ont vraiment des logiques très distinctes, donc il faut vraiment faire attention et les prendre un par un. Sur le tout dernier là, que j'ai présenté à la fin, donc c'est un appel qui vise le bassin atlantique et arctique, très clairement. Donc, les bénéficiaires directs du projet doivent être dans l'un de ces 2 bassins. Par ailleurs, comme c'est un projet avec du cascade funding, il faut que le projet, au cours de sa vie, lance un appel et identifie des régions associées. Donc là, comme il est lié entre Mission Océan et Mission Climat, il est un peu plus gros que les autres appels. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 10 régions associées. Les régions associées, il faut que ce soit des régions... soit des États membres de l'Union européenne, soit des pays associés. Donc, sauf si je dis des bêtises, je ne pense pas il soit possible de financer des pays tiers en tant que région associée, en tout cas. Ça n'empêche pas évidemment de s'appuyer sur des solutions qui seraient identifiées ou déjà développées dans des pays en Afrique ou en Amérique latine, par exemple. Mais ce n'est pas forcément ouvert à financement. Donc, il faut être un peu vigilant là-dessus. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour votre précision. Et j'allais aussi voulu préciser une autre chose. Il y avait un appel sur le bassin méditerranéen et je voulais savoir, est-ce que les pays de l'Afrique du Nord peuvent faire partie de ce projet ou pas, vu qu'ils font partie aussi de cette zone méditerranéenne?
Christina, peut-être je te laisse. Ça, c'est un peu la réponse, elle rejoint un peu ta réponse. En fait, dans l'appel, c'est marqué vraiment les pays européens et les pays associés. Donc, tant que les pays sont associés, effectivement, ils sont éligibles. Après, effectivement, ça rejoint un peu quelque part ta réponse. Je pense qu'on peut capitaliser sur d'autres types de résultats, mais quand même, l'Europe et enfin, les États membres, les pays associés sont au centre. Donc, on cherche vraiment de contribuer à la dépollution donc, du bassin méditerranéen avec les pays européens et associés en fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos précisions. Très bien. Une précision, Laura, parce que Slido, en fait, le souci, c'est que je ne peux pas lancer les deux questions en même temps. Donc, en fait, on est passé un peu vite entre les deux. Mais du coup, j'avais vu que c'est que 6 personnes qui ont répondu à la première question. Je ne sais pas si les autres, peut-être qu'on est allé trop vite. Donc, s'ils veulent encore répondre, c'est avec grand plaisir. Et s'ils ne sont pas pressés, parce qu'effectivement, on a du retard, je ne sais pas si vous le voyez toujours. Je crois que oui. Oui, Donc, oui, on voit ton écran. Question, on voit 6 réponses. Donc, voilà. Très bien, je pense qu'on peut clôturer l'événement. De toute façon, si vous avez d'autres avis plus précis à nous donner dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, on reste joignable. Vous avez nos coordonnées, il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il y a eu quelqu'un qui suggérait justement un